Bonjour à tous et puis bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui c'est le 8 mars. Généralement on dit tiens c'est la journée de la femme. Eh bien non exactement, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes et de l'égalité. C'est important parce que c'est pas seulement leur journée, c'est une journée pour défendre leurs droits, leur égalité et finalement peut-être d'effacer un peu, j'allais dire, les genres qui existent, garçons, filles, etc. Parce que finalement c'est cela. Et on va voir avec notre invité du jour, Chantal Molines, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors toi tu travailles au sein de la préfecture, oui. Voilà, tu dépends de la préfecture et on va voir avec toi une facette un peu différente, c'est-à-dire on va parler avec toi notamment des violences faites aux femmes et on va voir ce que ce mot, tiens, j'en profitais pour dire bonjour à Franck Walco, bonjour. Bonjour Philippe. J'en profite parce que moi je suis là. J'ai envie de te poser la question à toi, c'est-à-dire quand je te dis violences faites aux femmes, à quoi tu penses spontanément? Moi je pense aux violences physiques. Ah. Eh bien, on va voir justement, ça c'est ce à quoi on pense tous spontanément et on va se rendre compte que les violences faites aux femmes, c'est une liste énorme auxquelles on ne va pas penser et des détails sur les violences peut-être même conjugales, des choses qui existent. Il n'y a pas que la violence physique, on va voir qu'il y a des choses assez pointues et pertinentes auxquelles on ne pense pas et peut-être ça va concerner vous, mesdames et messieurs, voilà ce que vous pouvez voir autour de vous, ça va vous concerner vous, mesdames, aussi si vous êtes touchés par ça et on va voir que les choses ont quand même énormément évolué depuis plusieurs années quand même en bien. En bien, oui. Je pense qu'on travaille de mieux en mieux et surtout d'une manière beaucoup plus efficace pour la prise en charge de ces publics. Ouais. Et on va voir avec toi aussi tout à l'heure aussi que demain aussi, il y a encore des choses à faire quand même. Absolument, effectivement. Et il faut travailler avec beaucoup d'humilité d'ailleurs sur ces questions. Et puis Franck, lui, il veut nous faire voyager, lui, il veut nous faire partir d'ici tout au long de la semaine. Il a décidé de ne pas nous faire de visite varoise, mais une vraie visite à l'autre bout du globe. Aux antipodes. D'ailleurs, ce mot a été inventé pour la Nouvelle-Zélande. Donc, je vous amène à 28 heures d'avion de la France, donc en Nouvelle-Zélande, pour une première étape, là, aujourd'hui, pour vous faire découvrir ce magnifique pays avec des richesses insoupçonnées. Première étape, et puis on en aura une mardi, une autre jeudi, une autre vendredi, 4 étapes. On terminera vendredi avec quelques kilomètres dans les pattes. D'accord, voilà. Tu mettras une tenue un peu sportive pour ce jour-là. Exactement. C'est ce qu'il faut. Et alors, je vais passer tout de suite la parole à Chantal Molines, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Quand on dit droits des femmes, et finalement, qu'est-ce qu'on entend par droits des femmes? D'abord, c'est l'accès aux droits. Déjà, on travaille sur l'accès aux droits des femmes, avec effectivement des actions positives, parce qu'effectivement, il y a des inégalités qui sont constatées un peu partout dans la société. Et c'est surtout autour d'une politique publique, qui est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on travaille sur le droit des femmes d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais du coup, c'est la démarche intégrée, c'est-à-dire dans toutes les politiques publiques, qu'est-ce qui se passe, quels sont les moyens qu'on met, quelles sont les actions, est-ce qu'elles bénéficient bien au public d'une manière équitable, et si ce n'est pas le cas, effectivement, du coup, on revient à des actions positives pour réduire, en fait, les écarts, en fait. Et on va voir que ce travail, je veux dire, préfectoral, finalement, où l'État est derrière, quand même, le ministère est derrière tout ça, je veux dire, c'est un travail qui est fait aussi en accompagnement avec des associations, des acteurs locaux, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des actions préfectorales et de la délégation départementale, c'est vraiment des actions sur lesquelles, et vous appuyez sur plein de gens et plein d'acteurs, je pense notamment, puis revenir tout de suite à la thématique avec laquelle on va, la thématique à laquelle on va s'intéresser avec toi, c'est-à-dire ces violences faites aux femmes, c'est-à-dire que là, dans ce domaine-là, notamment, il y a plein d'acteurs, et notamment pour le logement, au sens relogement, mais de la formation aussi auprès de différents publics pour savoir reconnaître ces choses-là, c'est-à-dire que vous avez plein de gens avec lesquels vous travaillez. Oui, c'est d'avoir un pilotage au niveau des préfets de département en lien avec les procureurs de la République. Donc forcément, pour travailler sur la prise en charge des femmes victimes de violences, d'abord il y a une typologie de violence, on va y revenir, mais effectivement il faut travailler avec des partenaires et du coup il faut travailler également dans le cadre des parcours. Donc en fait il y a plusieurs disciplines aussi, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs institutions qui vont être concernées par la prise en charge des publics. Violences faites aux femmes, il le disait tout à l'heure Franck, spontanément on pense à la violence physique, c'est-à-dire même peut-être même la violence conjugale, c'est-à-dire spontanément on va penser au couple et à la violence au sein du couple, mais ce n'est pas que ça. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a les violences dites conjugales. Avant, on parlait plutôt des violences des femmes battues, en fait. Et la définition a beaucoup changé. D'ailleurs, le législateur a bien compris, les lois ont évolué, parce qu'aujourd'hui, on entend par violence au sein du couple à la fois des couples qui sont mariés, mais également divorcés, des couples qui sont effectivement en union libre, mais qui vont être séparés, ou alors des couples qui sont pacsés ou ex-pacsés. Ça veut dire qu'aussi dans la sphère où elles peuvent se dérouler, ces violences conjugales, il n'y a pas que le foyer. C'est pas que l'habitat. C'est-à-dire que c'est le couple, mais peut-être l'ancien couple, c'est-à-dire que l'ex, entre guillemets, Absolument. peut aussi être là encore. On parle de violence physique, mais il y a le harcèlement moral aussi auquel on va penser. Et derrière, il y a d'autres harcèlements ou d'autres formes de violence
assez surprenantes aussi, auxquelles on ne pense pas. Oui, alors on pense quand même tous, quand on parle de violence faite aux femmes, au viol, aux agressions sexuelles. On va parler également du harcèlement de rue. On va travailler également sur la prostitution. D'ailleurs, on a une commission prostitution dans le Var pour accompagner les femmes à la sortie de prostitution. On va travailler également sur tout ce qui est mutilation sexuelle. Donc du coup, c'est effectivement des typologies de violence très différentes. Et il faut à chaque fois apporter des réponses qui sont aussi qui entraînent, si vous voulez, un partenariat avec des spécialistes qui ne sont pas les mêmes. La violence, j'allais dire, économique et administrative, c'est-à-dire que ces deux mots-là sont peut-être surprenants au sein de la violence faite aux femmes, mais elle existe aussi. Alors, dans les violences au sein du couple, on parlera de violences physiques, de violences sexuelles, de violences morales, de violences économiques et de violences administratives. Bien évidemment, parce que l'auteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de sa compagne une chose. Il la chosifie. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'effectivement, il va lui retirer également la capacité à pouvoir, à un moment donné, être autonome. L'autonomie passe par, effectivement, à la fois les démarches administratives, mais également les moyens. Donc c'est pour ça qu'on parle de violence économique, parce qu'il va pouvoir aussi, à un moment donné, ne plus donner d'argent, par exemple, lui confisquer ses papiers, dans tout un ensemble de choses. Et effectivement, les violences psychologiques qui font partie des violences au sein du couple sont parfois aussi les violences qu'on retrouve le plus souvent. Là, c'est bien parce qu'on a la capacité d'en parler beaucoup plus librement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, on peut se basculer juste il y a 30 ans en arrière. On n'a pas besoin de se basculer très, très longtemps en arrière. C'est-à-dire que le voisinage a tendance à se taire, ne rien dire. On trouve presque ça normal aussi. Bon, je suis marié, il faut que je reste avec, etc. Il y a 30 ans en arrière, on voyait encore des maris qui demandaient à leurs femmes de ne pas travailler. Voilà, c'est des choses qui sont toutes fraîches. Elles sont là hier, c'était hier, tout simplement. Il y a une prise de conscience au niveau de notre société, en fait, sur le fait que ces violences au sein du couple, elles ont un impact sociétal, en fait. Puisque même les entreprises commencent à travailler sur cette thématique. Moi, je travaille avec des entreprises dans le département du Var, qui effectivement, on a formé des référents au sein de ces entreprises. On a aussi travaillé sur les modes opératoires pour effectivement, si on voit s'il y a un repérage de violences au sein du couple, parce que l'auteur peut venir attendre madame sur le parking, peut rentrer dans un magasin si elle travaille dans un magasin. Donc il y a tout un travail qui a été fait aussi pour repérer et réorienter aussi ces situations. L'accompagnement aussi de ces femmes, c'est-à-dire que demain, peu importe toutes les situations dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'aussi bien au sein du couple, que ça soit au sein, j'allais dire peut-être de la prostitution, etc., de certaines choses, c'est-à-dire que d'un seul coup, il faut peut-être extraire ces femmes de l'environnement dans lequel elles sont, ou en tout cas les éloigner des personnes qui peuvent potentiellement les persécuter. Et donc il y a peut-être du relogement, et elles ont peut-être un travail, elles ont peut-être un salaire, elles ont peut-être quelque chose dans... Mais pourtant, il faut qu'elles quittent des fois leur... et vous allez les aider pour tout cela. Alors oui, en fait, toutes les femmes d'abord, certaines femmes travaillent, donc du coup, la façon de gérer les choses va être différente. Pour autant, il y a des femmes qui appellent le 115 pour demander effectivement une mise à l'abri, en fait. Et on a travaillé sur des dispositifs différents. On a des appartements qui sont dédiés. Aujourd'hui, on a 11 appartements dans le département du Var pour faciliter la mise à l'abri des femmes avec leurs enfants. On a aussi des solutions à l'hôtel qui sont moins satisfaisantes, puisque quand elles partent souvent, elles partent avec rien. Donc les appartements, ça nous permet de prévoir le nécessaire. Et puis, il y a également des centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui permettent également un accueil de ces publics. Là aussi, il faut préciser, c'est-à-dire qu'avant, on allait peut-être reloger les femmes proches de leur domicile, etc., en leur trouvant un appartement, alors qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'il faut au contraire les mettre dans un endroit secret. Disons que quand il y a une mise à l'abri, souvent, c'est parce qu'elle fuit le danger. Alors, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. C'est là où le partenariat est très important. C'est qu'il y a la phase de la mise à l'abri, c'est-à-dire on ne réfléchit pas, elle demande, on essaie de trouver une solution. Et après, il y a l'évaluation du danger. Donc, il y a aussi tout un travail partenarial qui se fait avec d'autres associations, notamment l'association des deux victimes, qui, elle, fait une évaluation de la situation. Et s'il y a dangerosité, elle va proposer au procureur de la République de pouvoir, par exemple, lui attribuer un téléphone grave danger. Donc, il y a aussi un accompagnement qui nécessite à la fois une connaissance de la problématique et aussi de l'état d'esprit dans lequel elles arrivent. Comprendre ce que ça veut dire aussi, violence conjugale, c'est un cycle assez particulier, c'est aussi des phénomènes d'emprise, on en parle beaucoup dans les médias, à la télévision, mais c'est quelque chose qui est important quand on veut les prendre en charge, parce qu'elles vont être également dans l'hésitation, elles ne sont pas tout à fait pleinement, elles n'ont pas forcément tous leurs moyens, les moyens de bien réagir à la situation, et les professionnels sont aguerris, ils ont la patience,
ils ont l'écoute et l'empathie qu'il faut pour le faire. J'ai envie, pardon, d'ouvrir encore deux petites parenthèses. C'est-à-dire que là, je prends l'exemple, nous, de journalistes, on reçoit de temps en temps des dossiers de presse, de la communication, disant, voilà, venez visiter un nouveau lieu qui est justement un lieu d'accueil aux femmes. C'est-à-dire que, mais là, par contre, il faut qu'on montre notre accréditation, notre carte de presse, il faut et on ne connaît pas le lieu à l'avance. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est un détail. C'est-à-dire que même auprès du public journalistique, vous veillez aussi à une forme de secret aussi. C'est-à-dire que le secret, il est un peu jusqu'au boutiste. Mais derrière, aujourd'hui aussi, vous avez compris, tu disais les questions que peuvent se poser ces femmes. Il y a aussi des créations d'événements qui se font au contact du public de manière un peu plus, et notamment c'est cette période de confinement qui a un peu amené à créer des événements finalement au contact de leur quotidien, et je pense notamment au supermarché. Alors oui, en fait, ça fait partie du travail en fait qui me revient, puisque je fais de l'ingénierie de projet pour l'État. C'est qu'au moment du premier confinement, on a vraiment eu peur de perdre le public, parce qu'en fait les associations étaient toutes passées en télétravail et les institutionnels aussi, donc ils se posaient la question de savoir comment on allait pouvoir à un moment donné ouvrir une porte, puisque finalement toutes ces permanences, toutes ces actions qui sont dédiées pour ces publics, ce sont autant de portes qu'elles peuvent pousser. Donc effectivement, on nous a demandé, donc c'était la ministre de l'époque qui nous avait demandé de déployer en fait des points d'accueil, à l'époque ils étaient éphémères, dans les hypermarchés. D'ailleurs, je tiens à remercier les groupes qui ont travaillé comme Auchan et Carrefour, parce qu'à l'époque, il a fallu qu'effectivement on monte le mode opératoire, ça s'est fait très rapidement et ils ont été extrêmement réactifs. Et puis là, cette année, donc en début d'année, on a voulu... C'est une raison de choisir les supermarchés quand même. Oui, alors oui, c'est une raison parce que c'est un lieu de trafic important. Il y a beaucoup de public dans les supermarchés. Il y a 5000 personnes par jour qui viennent faire leurs courses. Et il y a beaucoup de femmes, majoritairement des femmes. Et donc là, on a réactivé donc, un point d'accueil, donc à Puget-sur-Argent, avec l'hypermarché donc, Carrefour. Et on travaille avec l'association des deux victimes qui propose une permanence juridique le vendredi après-midi. Et ça permet effectivement à ces femmes qui viennent faire leurs courses de pouvoir voir une juriste aussi spécialisée. Tu voulais poser une question tout à l'heure parce que j'ai voulu terminer la thématique, pardon. Oui, donc c'est vrai que la période aussi est propice peut-être à ces développements où les personnes sont en télétravail, restent plus au foyer, donc il n'y a pas une recrudescence justement de cette problématique à cette période-là? Alors, pendant la période de confinement, c'est-à-dire là, on ne sortait pas, on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait presque un silence suspect, on va dire. C'est-à-dire que clairement, il y avait une baisse. Et puis, c'est parti d'un coup, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que du coup, le foyer est resté le seul endroit où il pouvait y avoir un repérage aussi de ces mêmes violences. Mais dans la première période, on s'est dit que les auteurs, sans doute, dans les mobiles aussi, qui font qu'à un moment donné, la violence se met en place et ils ont des comportements exacerbés et violents, c'est aussi la jalousie, le fait qu'elle ne se déplace plus, qu'elle ne voit plus personne, d'accord ? Donc finalement, les mouvements, les déplacements étaient réduits. Du coup, je pense que dans un premier temps, les auteurs étaient un peu aussi calmés, on va dire peut-être moins propices effectivement à ce... En parlant de ces personnes justement qui peuvent être violentes ou qui le sont en tout cas, ce sont des personnes, vous ne voulez pas les stigmatiser parce que l'objectif c'est aussi à eux de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes et peut-être de les accompagner aussi. C'est-à-dire qu'il faut nous aussi, qu'on regarde ces personnes avec un regard réellement humain, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème à résoudre et ne pas les voir seulement comme, des salauds et point. Oui, alors vous avez tout à fait raison de le dire. D'abord parce que les violences au sein du couple, elles impactent tous les milieux sociaux. Dans les enquêtes qu'on a, c'est vrai qu'on arrive mieux à travailler, plus facilement à identifier les couples effectivement qui ont des problèmes, qui cumulent des difficultés. Mais en attendant, en fait, l'homme violent, potentiellement, ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être mon voisin, ça peut être mon cousin, ça peut être un ami. Clairement, aujourd'hui, il ne faut pas avoir la démarche de considérer que ce sont des monstres. Il faut garder cette part d'humanité qui nous habite et à un moment donné aussi travailler à l'écoute, aussi à la prise en charge des auteurs. Dans le département du Var, on a un centre de prise en charge régional qui a été ouvert en fin d'année et on aura une communication plus importante. Donc on a aujourd'hui aussi beaucoup évolué sur la façon de travailler cette problématique, puisqu'on fait un focus sur les violences conjugales, et on a une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus globale. Et puis, n'oublions pas aussi que les premiers impactés des violences au sein du couple, ce sont les enfants. Donc les dégâts qui sont octroyés dans ces moments-là et sur une vie sont considérables. Et c'est-à-dire que c'est considérable parce que cet enfant-là va subir, une violence, qu'elle soit même juste, de l'atmosphère ou peut-être des coups aussi, etc. Et ça peut déconstruire le futur adulte, ça peut amener des versions de dépendance à certains produits, c'est du décrochage scolaire, etc. Il y a d'autres exemples beaucoup plus chouettes, mais là où d'un seul coup on va rebondir sur des éléments. On va en profiter
profiter là justement pour rappeler des petits numéros qu'on donnera tout à l'heure. C'est le 3919. Ce numéro permet quoi justement? C'est une écoute en fait pratiquement bientôt avant la fin de l'été, avant l'été, on aura une plateforme qui va travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est une écoute qui permet donc dans un premier temps aussi de bien cerner la problématique, d'apporter aussi des conseils et puis une réorientation de la dame vers les associations qui interviennent sur les territoires. Bon, on va prendre une bouffée d'oxygène et tu sais où je t'emmène? Je t'emmène en Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est Franck qui nous y amène. Tu nous as promis une jolie balade. C'est ça. Tout au long de la semaine, je vais vous amener à la découverte de ce magnifique pays, de sa grande variété de paysages. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et donc voilà, on part de chez nous, de notre région, et 28 heures après, boum. Et 18 000 km, on se retrouve aux antipodes. Donc on ne peut pas aller plus loin. Derrière, c'est le fuseau date. Voilà. Donc on se retrouve donc en Nouvelle-Zélande. Donc on est au milieu du Pacifique et de la mer de Tasmanie, au sud de l'Australie. Donc c'est un pays anglo-saxon, le mont Cook qui fait 3724 mètres qui est son plus haut sommet. Mais petite information, il y avait 30 mètres de plus, mais un tremblement de terre l'a fait descendre de 30 mètres. Donc les premiers à avoir découvert ce pays, ce sont les Polynésiens, et les Anglais beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle. Voilà, donc on part directement à Christchurch dans l'île du Sud. Donc une île verte, c'est vraiment magnifique, de grands parcs. Donc encore une fois, profiter du printemps. Là, on voyait des rhododendrons géants en fleurs, comme on peut le voir. C'est la fameuse Garden City. C'est ça, c'est la cité jardin, la petite Venise de Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a plein de canaux. Donc j'ai fait quand même un focus parce que cette ville, bon là on le voit, l'hôtel brûlé, tout le cœur de ville, en fait a subi un énorme tremblement de terre en 2010. Et la moitié de la ville s'est enfoncée en même temps puisque ça a liquéfié le sol. Donc toute cette ville, donc, on le voit sur les montages photos, voilà, j'y étais 10 ans plus tôt avec l'église, le clocher, donc le clocher effondré. Donc il y a eu un énorme tremblement de terre qui a réduit cette ville, en fait, où il n'y a quasiment plus d'activité aujourd'hui. Ils essayent de se reconstruire, ils sauvegardent les monuments qui ont à peu près tenu. On voit, il n'y a pas grand-chose qui a tenu quand même. Ça a été très très violent. Mais les Néo-Zélandais ont cette envie de repartir. Alors au départ, voilà, ils vivent tous dans des containers. Donc on voit maintenant des villes qui sont aménagées en containers, plutôt en Hollande en ce moment. Et voilà, et c'est reparti, la vie est repartie. Donc on part sur du côté d'Akaroa. Alors c'est le seul endroit où en fait tous les Français se sont installés dans ce pays, pareil au niveau du XVIIIe siècle. Donc ce sont des chasseurs de baleines et c'est rigolo parce que toutes les villes ont des noms de rues en français, les drapeaux français à travers les rues. Donc c'est assez atypique. On est au bout du monde et on est dans ce petit coin français. Bon, ils parlent pas français. Joli. C'est ça, ils ne parlent pas français. Donc, et là, donc, je vous emmène, on remonte vers la chaîne des Alpes, les Alpes néo-zélandaises, avec ces paysages extraordinaires, ces lacs, ces sommets. Donc, et on va directement dans le parc du Mont Cook. Le Mont Cook, comme je vous disais en préambule, donc, qui est le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Sommet à partir duquel descendent et s'étalent plusieurs vallées glaciaires, donc des glaciers assez spectaculaires. Dont le glacier de Tasman, qu'on va survoler là, donc glacier de Tasman qui fait 19 km de long, des paysages complètement vierges, il n'y a pas de station de ski, c'est vraiment vierge. Les skieurs en fait font ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire ils prennent un avion avec leurs skis, ils atterrissent sur le glacier, ce qu'on est en train de faire là exactement, et ils partent en ski, donc il n'y a pas de piste, il n'y a rien, c'est l'aventure la plus totale. Donc on est vraiment dans un milieu sauvage, on vit avec la nature, donc avec depuis cette chaîne de montagnes la vue du côté de la mer de Tasmanie. Donc le printemps permet aussi de faire des randonnées tout au long des canyons au pied des glaciers, le glacier de Hooker là par exemple. Donc un endroit vraiment magnifique. Les tremblements de terre, le climat fait qu'on retrouve aussi des sites spectaculaires au niveau du travail du rocher, dû à des effondrements, dû à l'érosion. Donc toujours sous ce climat un peu dur, puisque l'île du Sud est l'île la plus proche en fait du côté antarctique.
Donc avec des courants très froids, des variations de température conséquentes, même si le climat océanique est quand même tempéré entre 0 et 31. Donc la côte Pacifique, on arrive sur la côte Pacifique, donc une côte complètement sauvage avec des réserves naturelles, des plages avec des originalités, les Moaric Boulders, donc en fait des blocs en fait de lave qui ont figé dans la roche et avec l'érosion ils retombent. Et c'est une plage où on a des blocs rocheux en boule qui retombent. Donc très original. On est sur les parties aussi qui ont été déforestées, on le voit, il n'y a plus un arbre, pour l'élevage du mouton. Donc il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. On a 5 millions d'habitants, à peu près 6 millions de moutons. Donc c'est assez rigolo, il y en a de partout. Donc voilà, tout au long de cette côte, on a des algues en fait, qui sont assez spécifiques, des algues chevelues, énormément de dauphins, orques, baleines, des pingouins. Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut poursuivre plus tard dans la semaine ou il y a encore 2-3 images encore? Il y a juste l'arrivée sur les fjords, parce qu'en fait, l'avantage de ce pays, c'est qu'on peut retrouver vraiment toute cette diversité de paysages et on peut arriver directement dans les fjords de Nouvelle-Zélande, donc il n'y a rien à envier au fjord de Norvège, puisqu'on a des sommets avec les plus grosses falaises au monde, avec des falaises qui font plus de 1200 mètres de hauteur. Donc voilà, ça c'est la route qui mène vers les fjords. Et là, on arrive dans les fjords avec le perroquet typique. Simplement, en fait, vu qu'il n'a pas de prédateur, il fait que marcher quasiment, ce perroquet. Et il vient sur vous et il est vraiment... Voilà. Donc voilà, c'est l'arrivée sur les fjords. Et voilà, on continuera le voyage donc avec... Tout au long de la semaine et dès demain, notamment aussi, tu nous reviens demain avec quelques nouvelles images demain. Et voilà, c'est superbe. Et là, ce qui nous attend, c'est vraiment que des beaux paysages jusqu'à vendredi. C'est ça. Toujours aussi spectaculaire à travers tout le pays, avec cette diversité qu'on peut voir là en fond. Et là, tu vois, tu nous as fait partir, et là, on va revenir à une réalité un peu plus boum. Vous voyez, mesdames et messieurs. Et on parle d'une chose, mais aussi une réalité qui fait partie du quotidien aussi. C'est cette violence faite aux femmes. Et on reçoit aujourd'hui Chantal Molinès, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. On a parlé de toute cette thématique, mais ce que j'ai envie aussi peut-être qu'on dise, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé. Nous aussi, on peut être acteurs de changement, ne serait-ce que même dans le quotidien. Tu parlais de harcèlement de rue aussi, mais pour demain aussi, il y a des projets, il y a des envies aussi de choses pour faire évoluer encore. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui ont évolué. On voit bien que la société s'est un petit peu accaparée du sujet, aussi parce qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes de communication. En fait, il faudrait presque qu'on arrive à intégrer le fait qu'il n'est pas admissible qu'on ait des personnes qui meurent sur la route, ou parce qu'il y a effectivement une surconsommation de drogue et de tabac. Et il faudrait admettre en fait que les violences faites aux femmes, ce soit aussi du domaine de la santé publique, par exemple. Mais je crois que le problème, tout à l'heure, tu le citais, c'était cette histoire de genre homme-femme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gomme quelque part une certaine forme de différence, c'est-à-dire sur la sensibilité, sur la force, sur le courage, sur je ne sais quoi. Parce que ça commence tout de suite dès le départ. Ce stéréotype va positionner la femme et l'homme, et automatiquement cette dualité qui arrive dans ces registres un peu plus particuliers. Si on vit dans une société qui dit à des petits garçons qui sont très forts, qui sont dans la capacité de construire, on le voit dans les jeux, on les voit dans la façon dont on les positionne, et à des petites filles qu'elles seront capables à un moment donné peut-être de pouvoir s'occuper de leurs enfants, on voit bien qu'à un moment donné, on va aussi véhiculer aussi une certaine idée de la femme et de l'homme, in fine, dans la société. Donc, et vous, la femme, vous portez aussi ce rôle de femme-mère, ou la mère aussi, pareil, c'est-à-dire qu'on lui donne l'obligation quasiment de porter finalement tous les, toutes les violences, tous les poids, entre guillemets. Alors, et pareil, c'est toujours tourné vers la mère, c'est-à-dire que c'est cette femme à qui on laisse porter le mot endurance, c'est celui qu'on demande à la femme à chaque fois en plus. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que la charge mentale, elle pèse d'un côté comme de l'autre. Donc en fait, quand on travaille sur les stéréotypes de genre, l'idée c'est d'ouvrir les champs du possible, du côté des filles comme des garçons. Et si effectivement on travaille aussi sur cette répartition de la charge mentale, ce ne sera pas la même société. Donc de toute façon, on ne peut pas imaginer partir sur Mars, coloniser Mars, si on n'a pas résolu quand même ces rapports entre les femmes et les hommes. Je le dis clairement, donc soyons ambitieux. Pour demain, l'ambition, c'est quoi? Il y a d'autres projets, des choses
Tous les jours, vous le disiez, ce matin, on a visité en fait des appartements, donc avec le préfet, on avait également le maire qui était là, on avait le directeur et le président de la SAGEM, puisque c'est un bailleur social qui a mis à disposition des appartements pour la mise à l'abri des femmes. Et donc, bien sûr, on a des projets qui vont se développer toute l'année. var.gouv.fr, c'est le site du département notamment qui permet d'avoir un peu toutes ces actions départementales et qui s'élargissent vraiment, et avec les associations avec lesquelles qui sont acteurs et qui sont derrière vous, et aussi pour lesquelles aussi l'État finance et donne de l'argent et les accompagne aussi financièrement. Et c'est important de souligner qu'elles ont une gestion complètement désintéressée de la situation, c'est-à-dire que c'est tout ce qui se met en place, toutes les actions qu'elles portent sont gratuites pour les bénéficiaires. Et ça, c'est très important. Et le Facebook, mesdames, messieurs, droit des femmes, égalité VAR. Et puis n'oubliez pas ce fameux numéro de téléphone, c'est le 3919 pour signaler, pour l'écoute. Voilà des choses toutes bêtes. Voilà pour la journée des droits des femmes. Internationale. En plus, internationale. Alors, vous voyez, sur VAR Azur, on parle même d'événements internationaux. Donc, un grand merci à vous tous. Merci à toi, Franck, et impatient de découvrir le reste de tous ces paysages. Je vais vous emmener toute la semaine, c'est promis. Et puis var.gouv.fr ou 3919. Voilà. Merci à toi, Chantal Molinès, je rappelle, déléguée départementale des droits des femmes et de l'égalité. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.